Changement et autonomie, du 25 août 2020. Comment bien décider? Comment identifier le facile et le difficile? Pourquoi nos pleurs nous obscurcissent la vue sans même qu'on le sache? Pourquoi cette haine qui gronde face à certaines perturbations? Pourquoi cette ambivalence vis-à-vis de notre corps, de nos muscles, de notre santé? Nous irons toujours dans le sens du plus facile, quelles que soient nos déclarations et croyances. Quand nous pensons sortir de notre zone de confort pour progresser, quand nous pensons emprunter des chemins de traverse, nous allons pourtant dans le sens du plus facile. Le plus souvent. Sans amour, sans lien fort, qui nous ouvre au lieu de nous enfermer. Car nous cherchons évidemment, sans nous en rendre compte, avant tout, des liens qui nous enferment en nous rassurant au lieu de nous rassurer tout en nous perturbant. Le chemin de la facilité est tout tracé. Oui, je sais. Pour ceux qui, sans amour, pensent mordicus sortir du cadre, c'est difficile à entendre. Sans reprogrammation de ce que vous êtes, menant à un recul salvateur par adjonction de multiples informations régénératrices, vous aurez la croyance erronée de choisir librement et refuserez bêtement toute influence, sans même savoir que ce refus est la marque de votre aliénation. L'arbre, sans tuteur, tombe toujours du côté où il penche. Et il se croit cependant droit et libre alors qu'il est déjà bien penché. Le chemin est tracé depuis la naissance. On ne fait pas d'effort cérébral menant à des choix adéquats par un acte de volonté libre, soudain, ex nihilo, fondé en soi sans influence extérieure. Il faut une stimulation perturbante pour que cela arrive. Selon la logique systémique, la redondance des systèmes, la majorité des gens va toujours dans le sens du plus facile. C'est une stratégie naturelle d'économie de soi à court terme, nourrie principalement par les conditionnements ayant eu lieu dans l'enfance. Les systèmes sont conservateurs par définition et fonctionnent toujours à court terme de manière globalement économique, même si c'est à moyen et long terme néfaste pour eux. Celui qui fait du crossfit et sort de chaque entraînement exténué va me dire que j'ai tort, vu son expérience. Je lui répondrai que cet épuisement est encore ce qu'il y a de plus économique pour lui, bien plus économique que de refonder son épistémologie, qui suppose un effort du système entier et non un simple effort physique tourné vers la performance. Il faut avoir une très bonne vision de ce qui est humainement à désirer et faire pour ne pas aller dans le sens du plus facile. Il faut donc avoir été reprogrammé afin de dépasser les valeurs de l'idéologie dominante qui vont à l'encontre d'une bonne compréhension de soi. Et cette reprogrammation dépend entièrement de la culture, absorption d'informations enrichissant la prise de décision du système qui se fait en assimilant les travaux de nombreux auteurs. Il nous faut bien comprendre ce que sont les normes de santé mentale et physique si l'on veut modifier substantiellement notre trajectoire. Et des liens forts afin de maintenir le cap quand tout commence à bouger et que la terre tremble sous nos pas. L'intelligence du corps, que nous devons intégrer, prend racine dans l'affectif, pour s'y développer ou se dessécher. Le plus facile, compte tenu de nos conditionnements, peut nous mener, dans la majorité des cas en fait, à notre perte. Nos programmations sont étroites, fermées et câblées sur la base d'un amour parental au mieux ambivalent. Ayant subi le rejet, nous avons très tôt des limites sur ce que nous pouvons attendre de la vie, des limites et des orientations. Le pouvoir, c'est tout ce qui compte. Il faut donc une légère, une écologique, reprogrammation du système individu pour qu'il modifie sa trajectoire, ce qui peut conduire à un effort légèrement supplémentaire de sa part, si tout va bien. La modification de trajectoire, même très bénéfique, ne correspond pas nécessairement à une prise en charge du système par lui-même pour une ouverture permettant l'augmentation des choix possibles, et la nécessité bien comprise et intégrée au processus de décision d'efforts supplémentaires, se perturber soi-même. Cette prise en charge se situe à un autre niveau d'organisation, qui implique de penser la commande de la commande. Si cela fonctionne, on parle d'augmentation de l'autonomie du système. Et cette perturbation légère, écologique, vient toujours de l'extérieur. Dans ce cas, il s'agira de l'éveil dû à l'implication raisonnée d'un tiers déjà instruit de ces phénomènes. Il peut y avoir aussi perturbations plus violentes, mais si c'est parfois très bénéfique, ce peut être aussi complètement destructeur pour le système individu, qui soit sera incapable de s'adapter à l'arrivée de nouvelles informations, soit sera adapté à court terme, mais trop peu équipé pour tenir face à la violence soudaine de la perturbation et ses conséquences, et déclinera par manque d'informations susceptibles de le réorienter peu à peu. Toute perturbation violente doit être générée, ou au moins encadrée, par d'autres humains, qui ont au préalable bien compris et pratiqué l'importance de la douceur pour une croissance pleine et durable. La perturbation écologique est préférable, dans un premier ou dans un second temps.
après une grosse secousse, telle celle que peut engendrer un article semblable à celui-ci ou un commentaire qui secoue. Conclusion. Tous ceux qui déclarent décider librement sont ceux qui disposent de la plus faible autonomie. Paradoxe engendré par le manque de recul sur soi. Nous faisons ce pourquoi nous avons été programmés étant enfants, alors que nous étions inconscients de ce qui nous arrivait. Et nous agissons toujours dans la limite de ces programmes, quand bien même nous pensons faire des choses nouvelles et dérangeantes. La reprogrammation, afin d'être plus souple en matière de comportement, est un travail de longue haleine. Et l'on voit nos résistances au fait que nous n'aimons pas y aller. Être perturbé dans nos croyances les plus profondes, c'est ce que nous supportons le moins. C'est beaucoup plus dur que de perdre 25 kilos avec le dernier régime à la mode, pour les reprendre souvent par la suite. Nous recevons et traitons les informations à travers les MIO, les modèles internes opérants, et avec un langage déjà écrit peu de temps après la naissance. Nous sommes nos MIO et notre langage, donc nous ne voyons pas comment nous agissons et pensons toujours de manière à confirmer nos programmes internes et les croyances qui y sont associées. Obéir strictement à nos programmes, les confirmer, c'est cela aller dans le sens du plus facile. En dévier est très difficile. Seul l'amour d'un autre peut nous y conduire. Sans introduction d'informations susceptibles de nous faire croître dans notre système, pas d'évolution possible, pas de changement véritable. Sans amour, pas de motivation pour être profondément bouleversé, pas de véritable ouverture au monde, passer au-delà des programmes. Sans recherche de liens et travail en profondeur sur les liens, pas d'amour. Pas d'autonomie sans dépendance. Pas d'autonomisation de qualité sans dépendance de qualité. Il s'agit toujours de liens à examiner, confirmer, éliminer et à produire. Cet article est écrit sur une fondation solide, la foi en l'humanité. En cela, il est de l'amour. Il crée le lien fort, tout en perturbant. On voit les enfants les plus brisés à la peur qu'ils ressentent quand on les perturbe ainsi et qu'on leur déclare qu'on a foi en eux par l'intermédiaire d'un article de ce genre. Leur besoin de réagir, combattre, soumettre et donc, finalement, de prouver qu'ils ne sont pas capables d'évoluer, est le plus fort. Ils s'en prendront à moi, me jugeront compulsivement, dans la haine, comme leurs parents les ont jugés jusqu'à leur déchirer le cœur. Ils ne sauront jamais se dire « Et si tout ce qu'il dit était vrai ? Creusons un peu pour voir. » Ils chercheront même, compulsivement, un opposant, quelqu'un qui aurait dit le contraire de ce que je cherche à établir. Tout plutôt que de bouger en eux-mêmes, car bouger leur fait si peur. Ce qui arrive, et qui est si douloureux, quand on bouge trop, étant enfant, ils l'ont conservé gravé dans leur corps, dans leur âme. Avoir foi en l'humanité, donc en eux, est une faiblesse. Tout amour semblant se diriger vers leur misérable personne est une erreur. Toute recherche de lien. Quand eux-mêmes, étant enfants, ont recherché le lien, on les a rejetés. Ils ont été utilisés par leurs parents cherchant à décharger sur un être faible leur stress et frustration. Ils ont été brisés. Ils chercheront donc à faire de même, puisque c'est tout ce qu'ils ont appris. La foi en l'humanité se heurte aux programmations des uns et des autres, aux possibilités de repli, de frapper, d'éviter toute discussion, tout apprentissage, tout débat. Les programmations les plus fermées savent se mettre à distance, puisque c'est là qu'on les a mises étant enfants. Toute complexification est donc proscrite. La foi en l'humanité peut frayer un chemin chez ceux qui ont la distance de fuite la plus faible. Et même là, ce ne sera pas facile. Il faudra un autre, plus proche, à la fois témoin lucide et toréador, pour redresser ce qui s'écroule, et qu'on ne voit le plus souvent qu'au dernier moment. Une fois élargies les programmations de base, installées dans l'amour, sans crainte constante des coups, l'évolution sera plus douce, plus aisée. Toute augmentation de l'autonomie passe un temps par une période de flou, suite à une perturbation, avec effort plus important. Une fois le stockage d'informations bien effectué, alors on s'installe dans la facilité. C'est là, comme le dit Edgar Morin, qu'une notion élucidante peut devenir une notion abêtissante. Il faudra donc de nouvelles perturbations, et celles-ci ne peuvent venir que par les autres, ou par un hasard heureux, mais c'est, par définition, plus aléatoire. Pensez vos liens, vos programmations.